belle apparition crime. Vécu de non-stop de ma gosse, trop fier comme aussi c'est sûr de mon gosse. Avant et comme aujourd'hui, des bails se concoctent. Rappelle-toi de qui c'est qui braque la serrure de ton coffre. La case dédiée à des lits, garde la pêche. Hey, je crois qu'il faudrait écrire le 2N dans le bécherel. Bref, j'avance, mais des fois illégalement, littéralement. Ça va shooter bellec à médicaments. Maman, ne t'arrête pas à ça, n'en fais pas ce qu'à t'en fais pas. Mais pour te protéger, prêt à faire chanter la capuche plaquée. La rue a fait que parfois pour croquer des lovés, ça purge après, merde. Messieurs, dames, bien le bonjour les copains, bonjour à tous et bienvenue dans le Juste Bistrot. Il est l'heure, le Juste Bistrot, 16h38, on est un petit peu en avance et c'est vendredi les copains, ça y est, c'est le week-end, demain c'est Top 14, Toulouse-Castres, voilà, on sera au rendez-vous, les amis, voilà, je suis content, ça fait plaisir de vous retrouver les amis pour finir une belle semaine d'une certaine densité, je vais pas vous mentir, ce soir il y a apéro avec les zinzins de Lausanne d'ailleurs, si vous êtes dans le secteur, c'est rendez-vous au Belga de Lausanne, voilà, le rendez-vous apéro avec les zinzins, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est ça en fait, incarner ce message, juste milieu, on fait la fête ensemble, on est ensemble, là j'habite dans le coin, donc ça se fait là, mais là j'annonce d'ailleurs, avec les 3 dates de spectacle qui arrivent, on va en reparler, Le Mans, Metz, Strasbourg, il y a intérêt à ce qu'on boive des coups ensemble. Les gens qui sont dans le secteur, je vous le dis tout de suite, vous venez au spectacle et on va partager des belles soirées, évidemment les amis, donc est-ce que tout le monde est en forme ? Est-ce que tout le monde est en forme, les amis ? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine ? Voilà, dites-moi un truc sympa qui s'est passé cette semaine, les amis. Dites-moi un petit peu dans le chat, là, un truc sympa. Voilà, y a Fred Monin qui dit « Salut à tous de Genève, la ville du bout du lac de Genève. » Eh ben, viens à Lausanne, tu vois, on va être sympa. Véronique Est, heureuse de te voir content et plus détendu qu'hier. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ah, hier, je faisais la gueule. Non, mais je vous ai expliqué les raisons. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça va mieux. Puis en plus, je sais que là, on a une belle émission. Encore des sujets d'une légèreté. Vraiment, Netanyahou, cloche-fab. Oh là là, on se croirait dans un rêve d'Alain Soral. Non, attention. Donc non, attention. On a une émission un peu tendue, mais voilà, je suis content. La semaine a été bonne. Il y a eu plein de belles choses. Il s'est passé plein de belles choses. Et puis on est ensemble. Voilà, on est ensemble. C'est vendredi, c'est apéro ce soir, c'est rugby. Je vais faire un super week-end. Je vais faire du vélo. Je vais être avec Madame Migneux. Ça va être super. Donc voilà, je me satisfais. Voilà, avec les choses qui me rendent heureux. Donc ça fait plaisir. C'est pour ça que je vous demande souvent, les amis, dites-moi des choses qui vous rendent heureux, vous, parce que c'est important aussi. C'est important de se concentrer sur ces choses-là. Les amis, Kundune73 qui dit « Je peux pas venir ce soir manger des frites, demain j'attaque le Tour du Lac Clément à la course en relais. Faut pas se mettre de travers. » Putain, ça c'est une belle épreuve. Courage camarades. Merci à Véro Galou pour le sub 36e mois et Volderine 666 subprime 25e mois. Merci les amis. Véro Galou qui dit « Je voudrais qu'il fasse encore beau et chaud. » Je suis d'accord. Là ça y est, ça commence à puer la merde. Comme on dit de manière... dans le monde de la météorologie, là ça y est, c'est moyennasse. Lab 17, salut tout le monde, la forme. Rémi, peux-tu faire une imitation de Jean-Marie Le Pen? Tu le fais super bien. Non, alors attends, vu le sujet du jour, on va parler Netanyahou. Si je le fais en Jean-Marie Le Pen, à mon avis, on va avoir des problèmes. À mon avis, là, on va avoir un maïsto sauvage qui va nous dire tiens, c'est les fascistes. donc non. M'attirez pas des problèmes, attention. Quand même, vous me créez des soucis après, c'est pas bien. Donc non. Modube qui dit petit match de foot entre collègues les mardis et jeudi midi, on se marre bien, c'est que de la bonne ambiance, de la bonne humeur. Voilà, ça fait plaisir les amis. Des bonnes nouvelles comme ça, des choses qui vous rendent heureux, qui font du bien. Voilà, c'est important. Alors il y a Antoine Job, il a pas compris la consigne. Il dit ma boîte Bosch Allemagne licencie 13 000 têtes. Super semaine. Ouais, ça effectivement. Ouais. Ah, tu nous as niqué l'ambiance là. De toute façon, c'est un pléonasme. Comme on dit, tu sais, c'est comme un petit nain, ça n'existe pas. Bon, Bosch Allemagne, c'est pareil. Ouais, je suis désolé. Un riche de droite. Non, ça n'existe pas. Donc, ouais. Bibi Tabarnak qui dit les premières gelées arrivent au Québec. Winter is coming, je vais devoir ranger les claquettes. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que le Québec...
J'étais à la bonne saison en août. Je crois que j'étais à la bonne saison. On a qui d'autre? On a Anarchy08 qui dit on dirait que t'es encore vexé. Mais non, je suis pas vexé. Mais par contre, bah, tu me titilles un peu, tu prends quelques vannes, c'est normal. Ah bah, et quand même, hein, c'est l'esprit rugby. C'est l'esprit rugby. Tout le monde plaque. Tu te plains pas, c'est normal. Donc j'ai droit à quelques blagues. Lab17 qui dit pour une bonne nouvelle, je vais voir ma fille en échographie ce soir. Ah ben voilà, ça c'est magnifique. Félicitations. C'est magnifique. C'est beau comme tout. Voilà. Adriano Soleil, mes deux coqs font leur crise d'ado, ambiance Fight Club façon Booba et Caris. Bagarre de coqs. Ça doit être pas mal ça. Un petit peu comme le débat Bardella-Attal. À mon avis, ça doit être cette ambiance-là, à mon avis. Donc, les amis, content de papoter avec vous. On est ensemble, on est nombreux de partout sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok également. N'hésitez pas, les amis, à mettre les cœurs, les roses, tout ce qu'il faut pour faire péter les algorithmes et faire monter les émissions de Juste Milieu. Grâce à vous, les copains, ça fait plaisir. Vous le savez, on parle d'actualité. On papote. Et Véronique Est qui dit dans le chat, ça c'est génial, mercredi, petite soirée repas et discussion entre zinzin du Sud-Ouest. Merci à toi de nous avoir fait nous rencontrer. Ça me fait plaisir. Ça me rend heureux. Sur ces groupes régionaux, sur le Telegram Juste Milieu, ces groupes régionaux qui ont vu le jour. Et il y a déjà des apéros qui se sont créés, des amitiés qui sont en train de se créer, j'imagine. Donc ça fait plaisir. C'est vraiment un bonheur. Je vous redonne le lien du Telegram Juste Milieu si vous voulez rejoindre. Vous êtes plus de 4300 aujourd'hui. Donc c'est vraiment génial et vous allez être super bien accueillis. Vous allez voir le canal Telegram principal, tout le monde te file les infos, à la tienne, à la mienne, assis-toi, c'est impeccable. Lien en description si vous regardez le replay YouTube évidemment. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram Juste Milieu. L'idée c'est ça, on discute et il y a des petits événements qui se mettent en place dans vos régions, près de chez vous, pour rencontrer du monde, pour se faire des copains, parce que vous n'êtes pas seul et il y a un point commun, c'est l'esprit Juste Milieu et ça fait plaisir. Et sachez que, j'en dis pas plus, sachez que on est en train de travailler à un nouveau projet, toujours dans l'idée de réunir les gens, toujours dans l'idée déjà de mettre cette caméra au bon niveau, et toujours dans l'idée de créer du lien et de mettre en place des choses pour vous, pour soutenir les gens qui nous suivent et vous renvoyer un peu tout ce que vous nous avez permis. Vous allez voir, Edouard est sur le coup, ça devrait arriver sous moins d'un mois environ les amis, je vous en dis pas plus pour l'instant. Cette caméra m'emmerde, elle est pas au bon niveau, c'est fou, c'est jamais à la bonne hauteur, c'est dingue. Les amis, salut Alexandrine59, j'espère que tu vas bien, qui dit salut Rémi, je t'écoute de la voiture, retour du boulot, c'est vendredi, week-end, profite. Les amis, on y va dans l'actualité avec pas mal de petites choses. Aujourd'hui, vous vous en doutez, on va attaquer avec Sarkozy. Oh putain, il est condamné. Oh là là, il est condamné. Tout le monde parle plus que de ça. Il est condamné. Oh là 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 là, il est condamné. Alors là, c'est un coup porté à l'état de droit, il a dit. Ouais. Alors. Je vous préviens tout de suite, je vais pas vous mentir. J'entends déjà les gens qui vont me dire oui, mais Rémi, tu connais pas le dossier, il manque ci, il manque ça. Je m'en branle. On est vendredi, voilà. Non. J'ai donné cette semaine, donc on va aller dans le gras, on va aller dans le dur, on va aller dans le factuel. Alors évidemment, je ne doute pas que le dossier, il y a des finesses, des trucs, oui, mais en fait, bon, oui, d'accord, d'accord. Maintenant. Moi, ce qui m'interpelle avec cette condamnation de Sarkozy, alors il y a sûrement des bonnes raisons qu'il soit condamné, qu'il soit pas condamné, chacun dira ce qu'il veut. Ce qui m'interpelle, c'est que il y a deux choses, de manière factuelle, on va dire. Il y a deux choses. Quand on me dit, ouais, mais regarde Marine Le Pen, quand elle est condamnée, coup d'État, c'est un coup porté à l'État de droit. Sarkozy, quand elle est condamnée, coup porté à l'État de droit. En fait, quand un politicien est condamné, coup porté à l'État de droit. Quand un citoyen est condamné, en fait, la justice fait son travail. Ça suffit ou quoi ? Donc, non. Ce cirque me fatigue, je vais pas vous mentir. Ce cirque de réaction, c'est toujours pareil. Quand un politicien se fait pincer, puis tu noteras que les politiciens qui se font pincer, par le plus grand des hasards,
with the biggest hazard. Ceux qui se font pincer sont souvent ceux qui ont la plus grande probabilité de se faire pincer. C'est dingue, hein. Tu vois, Jean Lassalle, il est pas condamné, tu vois. T'as t'as plein de politiciens, ils sont pas condamnés. Arlette Laguillet, elle a pas été condamnée, tu vois. José Bové, sauf faire, il a eu maille à partir avec un McDonald's, mais bon, allez, ça va, il a pas fait exprès. Bon, ils ont démonté un McDonald's. Katniss, il a démonté sa femme, c'est pas pareil. Mais voilà, elle est déplacée cette blague, j'en conviens, mais c'est vendredi, il y a une tolérance. José Bové, il a croisé un McDo, ça finit mal. Mais c'est marrant parce que les condamnations tombent sur les politiciens où il y a la plus grande probabilité de condamnation. Donc à un moment donné, moi j'appelle pas ça un hasard, tu vois. Et ces histoires de coups portés à l'état de droit, je trouve que c'est un véritable cirque, parce que quand bien même il y a injustice, quand il y a injustice contre un citoyen, c'est rigolo, tout le monde s'en fout en fait. Tout le monde s'en fout, et puis, oui, mais la justice fait son travail, vous savez, nul n'est censé ignorer la loi, hein. Donc, vous êtes qui pour critiquer le juge ? Il a une cravate, le gars, hein, il a une robe. Donc, ce discours, en fait, me fatigue. J'ai l'impression que, si vous voulez, c'est de la démagogie à l'envers. Ce démagogie, étymologiquement, c'est le démago, c'est le peuple. Donc, c'est brosser le peuple flatter le peuple. Voilà, flatter le peuple, on va dire. La démagogie, c'est ça, c'est parler au peuple dans le sens qui lui convient. Je trouve que ces histoires de Sarkozy, de Le Pen, je trouve que en fait, c'est de la démagogie à l'envers, tu vois. C'est qu'ils n'ont jamais rien fait. Ils sont empêtrés dans des affaires de fous furieux. Les liens avec la Libye, évidemment que ça pue du cul. Et là, il est condamné. En fait, c'est jamais ça. En fait, c'est jamais juste. Et donc, je parle sur la forme, les amis, véritablement, parce que je vois déjà dans le chat, alors que j'ai prévenu, détendez-vous les copains, je voyais à plus de saison qui dit « Rémi, on peut pas condamner une personne sur des présomptions, il faut des preuves. » Attends, j'ai dit que je parlais de la forme. Je parle de la forme. Alors, après, voilà, ce qui est intéressant avec la condamnation de Sarkozy, c'est que là, on voit fleurir des experts en droit. C'est-à-dire que t'as des types, ils sont boulangers, t'as des gonzesses, elles sont fleuristes. Les pro-Sarkozy, désormais, ils sont tous experts en droit depuis 15 ans, en fait. Il n'y a que des juristes S, code civil. On se dit, putain, qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Parce que je pensais que t'étais plus François civil que code civil. Et maintenant, t'as des gens qui sont capables de te dire le dossier, le fond du truc de... Peut-être, comme dit peut-être. Peut-être, vraiment, je veux bien croire qu'il n'y a que des présomptions, il n'y a pas de preuves. Je veux bien croire. Mais au vu de l'œuvre de Sarkozy, est-ce que cette condamnation est étonnante ? Indépendamment du dossier. Je parle vraiment sur la forme. Et c'est ça qui m'interpelle. Quand des politiciens sont condamnés, ces gens-là passent leur journée à dire que parce que, quand je parle des politiciens de droite, parce qu'il y a aussi des politiciens de gauche qui sont condamnés, évidemment. Quand il y a des politiciens de droite qui sont condamnés, alors que ces gens-là passent leur journée à dire que la justice fait pas son boulot, quand elle le fait dans ce cas-là, c'est un coup porté à l'état de droit. Sur la forme, ça me fatigue. Et puis, deuxième point, pour appuyer ça, et vraiment j'insiste, c'est pas sur le fond, vraiment, je ne doute pas qu'il y ait des failles, qu'il y ait des trucs, il n'y a pas de problème. Mais ce qui me gonfle un petit peu, c'est que y a cette histoire de la juge qui a pris la décision, qui a condamné Sarkozy. On explique que quelques années en arrière, elle avait manifesté contre Sarkozy. Et effectivement, c'est scandaleux. Effectivement, c'est scandaleux. Ça démontre que la magistrature française est biaisée, que ce sont des gens qui mènent un combat politique dans un sens comme dans l'autre. La pièce retombera de l'autre côté un jour. C'est le même principe que l'hégémonie culturelle. Aujourd'hui, vous avez ces fameux juges rouges, ces juges de gauche. Un jour, on aura des juges de droite, tu vois. Ça, on nous dit ça. La juge Nathalie Gavarino, qui vient de condamner Sarkozy à 5 ans de prison ferme, était représentante de l'Union syndicale des magistrats. En 2011, elle organisait une manifestation contre Nicolas Sarkozy qui accusait les magistrats de négligence dans le suivi des multirécidivistes. Procès impartial, point d'interrogation. Donc, je suis complètement d'accord avec ça. Évidemment que c'est un scandale. Ce qui rappelle d'ailleurs l'épisode du mur des cons. Dieudonné en avait fait un sketch à crever de rire où il expliquait « mais vous me jugez alors que vous m'avez accroché au mur des cons ». Donc notre magistrature, en tout cas certains magistrats, sont pourris par leur idéologie, par leurs convictions et mènent un combat peut-être plus politique que judiciaire. On est d'accord. Mais si on renverse l'argument, c'est un délire en fait. C'est un délire, parce que ce que nous disent les pro-Sarkozy, c'est « ok, les juges sont biaisés, mais là on est tombé sur quelqu'un qui était biaisé du mauvais côté ». Donc en fait, c'est absolument pas rassurant. C'est absolument pas rassurant. Ça veut dire que la justice française
pour certains, ne fait bien son travail que quand ce sont des juges que vous avez nommés vous-même qui prennent des décisions. Donc, c'est la vanne de Coluche. Vous avez l'avocat qui connaît le droit et l'avocat qui connaît le juge. Elle est parfaite, cette vanne. Elle est parfaite. Donc, ce que je trouve fou avec cette histoire des pro-Sarkozy qui disent « Ouais, c'est un scandale, on a une juge de gauche. » Donc, en fait, ce que vous auriez voulu, c'est une juge de droite qui potentiellement aurait pris une décision biaisée en faveur de Sarkozy. Ce qui veut bien dire que notre justice est pourrie. On se rejoint au moins là-dessus. Ça veut dire que vous voulez que la justice soit pourrie, mais dans votre sens. Donc c'est une tolérance à géométrie variable, là encore. Et donc, ça m'interpelle, vraiment ça m'interpelle ce genre de décision, où je me dis, c'est un aveu en fait. C'est d'une tristesse abyssale, et c'est une forme d'aveu pour bien voir où nous en sommes en vérité par rapport à ces questions-là. Donc, Sarkozy nous a fait sa déclaration hier en sortant du tribunal, donc on a vraiment un truc... Ah, on a envie de chialer, tiens, je vous mets un bout parce que moi ça m'a... Faut que je partage, faut que je partage avec vous. Je demande aux Français qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier ce qui vient de se passer. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités. Alors, bon, Sarkozy fait du Sarkozy, il n'y a pas de problème. J'aimerais quand même que vous vous concentriez sur Carla Bruni, parce qu'on a beaucoup parlé de Sarkozy qui dit écoutez, vous voulez que je dorme en prison ? J'irai dormir en prison. La tête haute. Voilà, bon, l'imitation est à chier naturellement. Mais regardez la tête de Carla Bruni. Alors, à mon avis, elle a peut-être des restes de la belle époque Raphaël Enthoven, Bernard-Henri Lévy, où ça se camait comme pas possible. Mais elle a une attitude, tu te dis, Pierre Palmade à côté, c'est Thibaut Inchep, niveau prise de substance, regarde. Je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Voilà, bon, c'est vrai que c'est très très long, parce que c'est la grande force de Sarkozy, c'est que entre chaque mot, t'as un décalage horaire, donc c'est vrai que c'est très très long. Mais derrière Carla Bruni, en fait, elle se dit, non mais attends Nico, mon Dieu, quel talent pour enrhumer les gens et faire croire qu'on va aller en prison, parce qu'en fait, dans un mois, on est en string aux Bahamas et tout va bien. Donc Carla Bruni se marre derrière. Je sais pas si vous avez vu, quand le mec te dit « Je dormirai en prison ». Et elle rigole. C'est un cirque. En vérité, c'est un cirque. Parce que peut-être que la femme de Nicolas Sarkozy, elle se dit lui, il sera pas allé en prison pendant que Carla Bruni. Ah si, c'est drôle. Ah si. Si, c'est pas la pire en fait. C'est pas la pire que j'ai faite. Ouais. Alors j'en ai une autre, c'est 2 putes. Non, arrête. T'as vu ? Tout de suite où ça déborde. Ça, c'est fou, Non. Qu'est-ce qu'on disait ? Sérieux, c'est une émission d'actualité, attention. J'ai la prétention d'être un juge moral, donc... Puis tu sais, nous les fascistes, on a un sens de l'humour qui est particulier quand même. Mais non, Nicolas Sarkozy, bon, il nous fait son sketch, et à mon avis, je pense franchement pas qu'il y aura de prison ferme, sincèrement. Je peine à y croire. Il y a cette piste. Alors, c'est une rumeur qui s'amplifie, semble-t-il, et qui expliquerait peut-être le rapprochement des deux hommes, parce qu'on est dans du renvoi d'ascenseur. Je veux dire, aujourd'hui, la politique, c'est le QG de l'entreprise Otis. Alors là, il faut de la connaissance dans le milieu des ascenseurs. Ça se renvoie des ascenseurs de partout, à la tienne, à la mienne. Là, le rapprochement Sarkozy-Macron fait qu'aujourd'hui, il y aurait une rumeur comme quoi Macron pourrait activer l'article 17 pour gracier Nicolas Sarkozy. Alors, si on en arrive là, moi, je veux dire derrière, tu fermes la grille,
Tu donnes les clés, tu dis allez, faites ce que vous voulez en France, vraiment, enculez-vous à l'Elysée, voilà, tout le monde roule à gauche, cocaïne dans les distributeurs, dans les maternelles. À un moment donné, on y va. Voilà, hein, si ça commence à se gracier entre présidents, moi je dis ça sert à rien de faire semblant. On y va plein badin. Vraiment, c'est parti. Pierre Palmade, ministre de la Culture, Quatennens en duo avec Bertrand Cantat, enfin vraiment. Allez, vraiment rouler jeunesse, parce qu'on sent que là, tu sais, ils ont du mal à passer la 4e. Si Macron, il gracie Sarkozy, bon... Merci pour tout. Nous, on s'en va. Hein. Donc, la rumeur est énorme. Est-ce que c'est crédible ? Je sais pas. Mais ça valide au moins une chose, c'est que Emmanuel Macron a une véritable tendresse pour les gens qui ont des problèmes de barreau. Et ça, au moins ce sera acté. Ce sera acté avec ce genre de décision. On verra. Et je voulais vous parler de ça. Et on a aussi quand même cette séquence, mais vraiment, c'est une punk. En fait, c'est une punk cette dame. On a Carla Bruni, qui bon, alors peut-être qu'elle a même pas compris ce que l'autre disait. Hein. Elle était en train de se marrer, voilà. Tu vois, elle fait des gestes à des gens, bon bref. Carla Bruni, à un moment donné, quand ils sont partis, regardez ce qu'elle a fait. Donc la Kurt Cobain du mannequinat français, elle a fait ça. Vous voyez une injustice ? Putain. Waouh. Elle a arraché la bonnette du micro Mediapart. Alors, immédiatement, hein, les gauchistes sont montés au créneau en disant, ça y est, c'est la 3e guerre mondiale, mais atteinte à la presse. Non, mais Carla Bruni a arraché la bonnette. Alors, c'est vrai qu'elle a un niveau de rébellion égal au niveau de décibels de ses cordes vocales. Vraiment, Carla Bruni, c'est une meuf, elle te pète ton pare-brise, elle appelle Carglass. Hein. C'est le maximum qu'elle pouvait faire. Vraiment, elle s'est dit, bon, l'autre, il va aller en prison. Ça y est, on est Bonnie and Clyde, en vérité. Bon, bah là, c'est Bonnet and Clyde. Elle a dit, non, j'aurais pu chier sur le sol, j'aurais pu cracher sur un journaliste. Hop. Pardon. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était ta bonnette. Elle est partie. Ouais, non, c'est... Ah, ils auraient dû lui mettre les menottes à elle, hein, t'imagines ? Non, c'est fou. Hein. Donc, non, rébellion incroyable, scène de grabuge au tribunal. Alors, affaire à suivre, les amis, on va pas faire 2 heures sur Sarkozy. Très franchement, ouais, je peine à croire. Je peine à croire que Sarkozy finisse derrière les barreaux. Ce qui est pourtant le rêve de Gabriel Attal. Je déconne évidemment. Je vous l'ai dit, c'est vendredi. Je déstocke. Hein. Je déstocke. Pour ceux qui n'ont pas compris toute la métaphore autour de la notion de barreau, évidemment. Je ne vous fais pas de dessin. Bref, on verra les amis. Enfin, dites-moi, non, d'abord, avant tout, dites-moi dans le chat ce que vous en pensez, les copains. Tiens, on va faire un petit sondage sur Twitch. Petit sondage, on va voir. Et le thème du sondage, Sarkozy en prison, vous allez dire oui, enfin j'y crois pas, et je mets une case, j'aime le poulet frit. Voilà, pour ceux qui veulent pas polémiquer, voilà, je mets le sondage sur Twitch. On est parti, les copains, vous allez dans le chat, il y a le sondage. Donc Sarkozy en prison, j'y crois pas, j'aime le poulet frit. Pour ceux qui vraiment en ont absolument rien à foutre. Voilà, il y a une case pour vous qui est bon. Bah alors, s'il y a des véganes qui viennent nous emmerder de je mange pas de poulet, votez autre chose. De toute façon, avec Sarkozy, les votes, voilà, hein, le sondage, on s'en fout complètement de toute façon. Hein, donc voilà. Et j'en étais sûr, parce qu'on a la communauté qu'on mérite. J'étais sûr que vous alliez voter j'aime le poulet frit. Parce que voilà, vous n'êtes pas sérieux en fait. Vous n'êtes pas concentré. Voilà, moi je fais une émission d'actualité. Bon, en tant que fasciste, donc voilà, je prends mon temps et bon bah voilà, et je savais que vous alliez voter ça. Pour ça je l'ai mis, c'était un piège. Vous êtes tombé dedans allègrement, comme ce soir. Moi, on va au Belga, il y a des bières belges. On va me dire t'en veux une ? Oui. T'en veux 12 ? Oui. C'était un piège ? Bah oui. Et voilà, c'est comme ça. Vous êtes tombé dedans. C'est la tête la première, comme disait Louis XVI. Et ça c'est emmerdant. Donc voilà, j'aime le poulet frit, 54% des suffrages, c'est normal. C'est ça la communauté qu'on veut créer ?
Eh non. Moi, je suis quelqu'un de normal, moi. Hein. Non, non, là, voilà, j'y crois 12%. C'est fou, ça. Bon, bah voilà, on a compris, vous avez compris l'idée. Les amis, alors, on enchaîne avec un autre sujet. Là, c'est du tout frais. Scène incroyable à l'ONU, les copains. Et je rappelle que dans quelques minutes, on ira sur le gros thème de la vidéo, le gros thème de l'émission de ce soir, Klaus Schwab. On va parler de Klaus Schwab, et on va parler du daron de Klaus Schwab, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur ce monsieur. On va en parler. C'est cocasse. Il y a des choses intéressantes sur ce monsieur, on va faire le clair là-dessus. On commence d'abord, on attaque avec, à l'ONU, aujourd'hui, cet après-midi, Netanyahou faisait... son grand discours tant attendu. Alors, on peut parler d'accueil mitigé. Je vais vous montrer. Regardez. Please, order in hall. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Order in the hall. Silence dans la salle. Please, order in the hall. Silence dans la salle. Please, order in the hall. Silence dans la salle. Voilà, bon. Une grande partie des représentants des pays présents à l'ONU, ils se sont tirés. Netanyahou est arrivé pour faire son discours et ils se sont barrés. Alors évidemment, une foule composée d'antisémites, de pro-Hamas, évidemment des gens... Voilà, les années 30, le bruit des bottes, Pascal Pro en string, enfin vraiment tout ce qu'on peut imaginer de pire, hein, vraiment. Et donc Netanyahou a fait son discours devant une salle quasiment vide. Et c'est dommage vraiment parce que il nous a offert des séquences. Alors je vais vous montrer, vous vous débrouillez. Le mec devient le Jean-Pierre Foucault du génocide. C'est-à-dire regardez ce qu'il nous a proposé en plein discours à l'ONU, c'était il y a moins de 2 heures. Chose pour la première fois à l'ONU. Un petit quiz. Levez la main si vous connaissez la réponse aux questions suivantes. Première question. Qui crie mort à l'Amérique? A, l'Iran, B, le Hamas, C, l'Hezbollah, D, les Houthis, ou E, tous? E, correct. Deuxième question. Qui a assassiné des Américains, des Européens de sang-froid? Petit A, Al-Qaïda, B, le Hamas, C, le Hezbollah, D, l'Iran, ou E, tous? C'est encore une fois correct, petit E. Voilà le message que je souhaite vous faire passer. Voilà. Je rigole, mais c'est pas drôle, hein. Vous l'aurez compris que c'est pas drôle. Mais voilà, Netanyahou, donc la salle qui s'est en grande partie vidée. Et Netanyahou qui s'est dit, mais quelle belle idée de faire un QCM. Alors ce que je viens de vous montrer, c'est le compte officiel de BFM TV. Tu vois, regardez, hein, si vous avez un doute sur la source, merde. Pourquoi ça marche plus? Oh, mon truc, ah oui, c'était pas le bon bouton. Regarde, BFM TV, hein, c'est officiel. Hein. Donc ceux qui n'y croient pas, c'est une source officielle. Donc si vous n'y croyez pas, vous êtes complotiste. Tout ça est vrai. Tout ça est vrai dans un contexte où ce monsieur est chef de guerre. Voilà, c'est extrêmement sérieux. Donc on est vraiment sur Netanyahou, le Foucault du génocide. C'est vraiment un truc comme ça. Tu vois. Bonsoir à tous et bienvenue à Qui veut gagner des territoires. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on reçoit Benjamin Netanyahou. Voilà. Peut-être, voilà, on va pas poser de questions. Voilà. Est-ce que tout de suite, vous voulez faire le 50-50 hein, 50 pour vous, 50 pour l'Amérique. Voilà. Je suis pas sûr de ce sketch. Je suis pas sûr de ça. Peut-être causer des problèmes, cette histoire. Tu vois, je suis de bonne humeur, c'est vendredi, je suis détendu, ça dérape, je suis pas sûr du coup.
L'imitation est pas ouf, mais en même temps, on est vraiment, si vous voulez, dans ce que l'humour nous permet. On parle de l'humour comme de la politesse du désespoir. On est là-dessus, hein. C'est-à-dire que quand t'as Netanyahou qui pratique un génocide, aujourd'hui on va pas se mentir, c'est pas une question de considération politique. Je parle bien de Netanyahou. Je parle pas de tout Israël ou quoi. Le pouvoir israélien pratique un génocide. Quand l'ONU commence à s'inquiéter, toutes les instances internationales peuvent pas être antisémites. Faut arrêter les conneries. Et pour être sérieux, 30 secondes quand même. Je pense qu'il faut évidemment pas tout mélanger. Aujourd'hui, on a d'énormes mobilisations en Israël contre Netanyahou. Donc faut arrêter en fait ce truc débile de dire si vous critiquez Netanyahou et l'action militaire qui est menée, vous êtes antisémite. On fait peur aux gens avec ça. Ce sont évidemment des conneries. Et je dis ça en soutien à tout le monde et aussi en soutien bien sûr à nos amis juifs du monde entier qui en ont peut-être plein le cul pour certains d'entre eux d'être rapprochés de Netanyahou. Et aujourd'hui, on voit des trucs qui sont délirants où tous les juifs deviennent des ennemis potentiels à cause de ces conneries. Donc je pense que c'est très important de faire la scission. C'est très important de ce que je vous dis, j'enfonce des portes ouvertes, mais de bien comprendre que Netanyahou, c'est pas les juifs. Que Israël, c'est pas les juifs. Donc ça veut évidemment rien dire, tout ça. Et l'action qui est menée par le pouvoir israélien, menée par Netanyahou, c'est une action génocidaire. En tout cas, c'est mon point de vue. Je ne vous dis pas que c'est une vérité universelle. Tout le monde aura son avis. Évidemment, on peut débattre avec grand plaisir. Mais dans ce contexte-là, le mec déboule à l'ONU et fait un quiz. Bon, je peux bien faire une imitation de Jean-Pierre Foucault, tu vois. Ça va. On peut y aller, tu vois. Donc... voilà, je pense que l'humour et la politesse du désespoir, c'est dans ces moments-là qu'il faut y aller. C'est vraiment l'équivalent du paix à l'enterrement. C'est de toute façon, ça ramènera pas la personne. Au mieux, ça la réveille grâce à l'odeur. Donc on va y aller, tu vois. Donc c'est vrai que voilà, je tiens à pas m'excuser pour cette séquence. À la limite, bon, pour l'accent, c'est vrai que je peux peut-être réfléchir. Mais je trouve qu'il y avait une idée. Je trouve qu'il y avait un concept, il y avait quelque chose. Mais le mec te claque quand même son meilleur QCM en plein contexte génocidaire. Tout va bien. Tout va bien, évidemment. C'est vrai qu'il y a une très bonne phrase sur le TikTok. Je regarde un peu tous les chats. Je réponds en priorité au chat de Twitch parce que c'est la plateforme originelle du Juste Bistrot. Mais il y a une très belle phrase sur TikTok de Clairette d'Avignon qui dit « La politesse du désespoir face à l'horreur du ridicule ». Celle-là, elle est pas sortie de nulle part. Hein, elle est pas sortie du cul de mon chat, celle-là. Celle-là, elle est belle. Hein. Celle-là, elle est très très belle. C'est très très beau. Bravo. Bravo. Bartounette qui dit « Je crois que je t'aime, Rémi, je vais devenir Madame Centre. » J'ai vu des films pornographiques qui s'appelaient Madame Centre. Faut faire attention quand même. Flatipus qui dit « Au-delà du fait que ce soit un génocide ou pas, si le gouvernement israélien continue ses actions, ce sont les Européens qui vont devoir accueillir les Palestiniens. Des mecs que même les autres pays arabes ne veulent pas accueillir. Ça veut tout dire. Peut-être qu'à un moment donné... » alors, Flatipus, c'est pour le débat, hein, pour le débat évidemment. Peut-être qu'à un moment donné, il faut arrêter de tout lire... de tout lire à travers la grille immigrationniste. Je pense que sauver des gens qui fuient la mort pour de vrai, si tu veux, ça peut être pas mal, ça peut être pas trop mal. Je suis pas certain de ce discours-là, en tout cas je suis pas en accord, mais voilà, je trouve ça chouette que le débat soit posé. À un moment donné, ouais, faut peut-être pas tout voir de cette manière-là. Je suis pas certain. Et Philanthrope qui dit « Et t'as pas vu le QR code qui porte sur sa veste ?» Non mais oui, évidemment, il a une sorte de QR code de clown. Enfin, c'est sidérant. Franchement, c'est sidérant. Donc non, je suis assez... Le discours de Netanyahou était fou cet après-midi. Alors, il y a plus de saison qui dit « Quid des chrétiens d'Orient et d'Afrique alors, Rémi ?» Par rapport à quoi, camarades ? C'est vrai que la question des chrétiens d'Orient est très importante, avec des gens qui se font évidemment massacrer, à la fois menacés par la barbarie islamiste et à la fois tués par les bombardements israéliens. D'ailleurs, on attend toujours la prise de parole de Sarah Knafo à ce sujet-là. Sarah Knafo qui est quand même au niveau européen une représentante d'un groupe de parole pour défendre les chrétiens d'Orient. Curieusement, on n'a pas de nouvelles de Sarah Knafo sur ce sujet-là. Donc, attends, et Flatipus qui dit « Tu traites les chrétiens de crétins ?» Comment ça ? Qu'est-ce que tu... Enfin, j'ai dit ça ? J'ai pas dit ça ? Comment ça, j'ai traité les gens ? C'est quoi cette histoire ? Alors attends, là, j'ai pas tout compris, là. Mais du coup, je vois pas où tu veux en venir.
Ah, sa langue a fourché. Ah oui, alors ça c'est possible, la langue est fourchée. Alors pour le coup, c'est vrai que ça peut ressembler à un lapsus, loin de moi l'idée. Loin de moi l'idée d'insulter les chrétiens de crétins, évidemment. Je pense qu'on est plus sur du fourchage, un joli fourchage. Putain, je me suis même pas entendu, tu vois. Je me suis même pas entendu. C'est pour ça que je comprenais pas ton message, pardon. Tu vois, je vais boire, voilà. Je parle, je suis à sec, hein. Mais du coup, il y a plus de saison, je vois pas le rapport. Si tu peux te développer dans le chat, que je comprenne ton argument, camarade. Hein. Tu dis sauver des vies humaines. Et Flatipus qui dit je suis désolé si tu l'as mal pris. Non, pas de soucis, c'est juste que je m'étais même pas entendu, j'avais même pas compris. Je m'étais même pas entendu. Donc la langue a fourché. On est sur un beau fourchage. Et il y a plus de saison qui dit un acte manqué peut-être. C'est pas ça un acte manqué, camarade. Et Philanthrope qui dit sincèrement, j'ai même pas fait gaffe. Moi non plus. Et Stratus 13 qui lève le poing et qui dit c'est vrai, tu manques de maté. Ouais, j'ai pas fait, il est vide. Regarde. Il y a que dalle aujourd'hui. Cohenel qui dit le truc c'est que ce qui arrive aux Palestiniens est horrible, mais c'est la même chose qui arrive à tant d'autres peuples qui souffrent de la guerre ou d'attentats et dont on ne parle jamais. J'ai du mal à comprendre cette omniprésence dans les médias du conflit israélo-palestinien alors qu'il y a tant d'autres conflits. Alors cet argument il est intéressant, il faut évidemment en parler parce qu'on l'entend souvent. Mais je pense que c'est l'exemple même d'un argument de propagande pour détourner l'attention des gens en disant oui, il y a un drame, mais il y a des drames, il y en a d'autres. Sauf que... Enfin, en fait, très honnêtement, c'est pas par rapport à toi, hein, camarade dans le chat, évidemment, mais quand j'entends ça dans les médias, je trouve que c'est un argument qui est presque ordurier, en vérité. Parce que c'est pas un argument... Enfin, je veux dire, soyons très clairs, si le sort des sionistes, parce que je veux vraiment faire la distinction entre ceux qui défendent le conflit qui se passe aujourd'hui, qui est une extension du projet sioniste, soyons clairs. Je pense qu'il y a une différence à faire avec Israël en tant que pays et les Juifs en tant que masse religieuse, que communauté religieuse. Aujourd'hui, la poursuite du projet sioniste tel qu'il est mené avec cette guerre en Palestine, je veux dire, si ça passionnait autant les sionistes, à savoir le sort des autres populations massacrées aujourd'hui à travers le monde, on en entendrait parler, on les entendrait à ce sujet-là. Donc sortir l'argument pour ceux qui mettent en lumière le génocide en Palestine et expliquer « ouais mais en fait vous vous concentrez sur la Palestine, vous parlez pas des autres », il faut quand même rappeler que les sionistes non plus ne parlent pas des autres. Donc c'est un argument qui a simplement pour objectif de détourner l'attention en faisant une sorte de faux procès moral en disant « vous vous en prenez à nous », sous couvert évidemment d'antisémitisme, d'antisionisme, chacun mettra son terme. Et je trouve que l'argument est purement ridicule. C'est une manipulation de l'opinion de dire ne regardez pas dans notre sens, regardez, il y a d'autres trucs ailleurs. Mais on n'entend pas les sionistes défendre les autres populations massacrées de manière générale. Ils utilisent simplement cet argument pour dire regardez ailleurs. Et c'est pour ça que je le trouve pas crédible. Si à la limite, le pouvoir israélien, mené par Netanyahou, s'était mobilisé pour défendre des populations massacrées, que ce soit au Darfour, que ce soit au Soudan, que ce soit dans bien d'autres pays malheureusement où effectivement il y a des massacres. Si les sionistes s'étaient mobilisés et avaient visibilisé ces causes ces dernières années, ces dernières décennies, l'argument aurait été crédible. Mais là, ils s'en servent juste pour dire « regardez ailleurs ». Et donc, très honnêtement, je trouve que c'est une rhétorique à deux balles. Je trouve ça assez ridicule. Donc j'ai du mal avec cet argument-là. Connell qui dit dans le chat, je sais pas si on dit Connell ou Conil, je veux dire Conil, c'est joli, sauf américain. Mais je pense pas qu'il faut invisibiliser le conflit israélo-palestinien, mais mettre en lumière les autres conflits tout autant. Tu prends le truc à l'envers. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Le conflit israélo-palestinien, il faut quand même remettre l'histoire en contexte. Ce conflit, en fait, de territoire, cette guerre, tout ce que vous voulez, vous mettez le terme que vous voulez, il a commencé en 1948, en vérité. Il n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Donc, c'est un conflit de longue haleine. Et pourquoi, et là encore, c'est que mon avis, les amis, attention, hein, vraiment, là, on parle de géopolitique, d'histoire, j'aurais pas la prétention d'être d'une rigueur implacable. Donc voilà, je vous donne un avis purement subjectif qui appelle à la réflexion, hein, évidemment. J'ai pas la vérité absolue. Mais je pense que ce conflit est intrinsèquement lié au projet sioniste, à la création d'Israël, que tout ça remonte à 1948 et que, pour moi, pourquoi on en parle beaucoup en Occident et qu'on parle plus de ce conflit-là que d'autres conflits dans le monde? Parce que la création d'Israël est liée à l'Europe, est liée
ne serait-ce qu'à la Grande-Bretagne. Donc le sort d'Israël, ils nous le disent suffisamment. Quand ils nous parlent d'Israël comme d'un rempart pour le monde occidental, le monde libre ou je ne sais quoi, ça veut dire qu'il y a un lien marqué entre Israël et l'Occident. Donc il y a plus de liens entre le sort d'Israël qu'avec le sort du Congo. Malgré la colonisation des États européens, je suis désolé, mais aujourd'hui, si on met en contexte, et c'est horrible, et j'en conviens, évidemment que c'est horrible, et évidemment qu'on devrait tout le temps parler de tous ces drames, et évidemment qu'on devrait être dans la paix, on devrait être dans tout ce que vous voulez, évidemment. Mais à un moment donné, on nous répète, enfin, on ne peut pas nous dire le sort d'Israël, Israël se bat pour sauver le monde occidental, et nous dire ouais, mais regardez ailleurs. Ben non. Si vous vous battez pour nous sauver, on a plutôt intérêt à regarder ce qui se passe chez vous. Donc, si vous vous battez pour nous sauver en butant des gosses, on a le droit de dire désolé, mais je vois pas vraiment le rapport. Donc, c'est aussi pour ça, quand on se place sur le terrain des arguments médiatiques qui sont utilisés, ça n'est même pas crédible. Et je vous dis ça avec l'appui de personnalités médiatiques de premier plan, dont l'appartenance à la communauté juive ne fait peu de doute. Je pense à des gens comme Delphine Orviller, première rabbin, ou rabbine, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, femme rabbin de France, Anne Sinclair, ces gens-là qui eux-mêmes commencent à dire « non, ça va trop loin ». Donc, je ne comprends pas, en fait, les amis, l'argument de « il faut regarder ailleurs, il y a d'autres problèmes ailleurs ». Et nous dire dans le même temps, oui, mais en fait, Israël, c'est le rempart du monde libre. Ben, dans ce cas-là, évidemment qu'on vous regarde. Donc, cette argumentation ne me semble pas logique, en vérité. Ne me semble pas logique. Et comme dit, c'est pas une question de parti pris. C'est pas une question d'opinion. Vous avez vos idées, il n'y a aucun problème. Et je parle presque de l'aspect plus rhétorique qu'autre chose, voire de l'aspect propagandiste de la chose, tel qu'on nous le sert dans les médias. Donc, je prends quelques autres messages là-dessus, n'hésitez pas les copains. C'est important qu'on puisse en parler. Évidemment que c'est un sujet sensible qui peut sembler tabou, mais je trouve ça chouette aussi que sur Juste Milieu, on puisse en parler en toute tranquillité, il n'y a pas d'animosité. Je sais que parmi vous, il y en a qui seront plutôt pro-Israël, certains qui seront plutôt pro-Palestine, mais comme je vous le disais ces derniers jours, je suis plutôt fier en fait d'incarner une communauté où on peut parler de ça sans se mettre sur la gueule et que c'est bien. Voilà, donc je prends vraiment plein de messages, les copains, c'est important pour qu'il n'y ait pas que mon avis à moi qui transparaisse. Zabou, 1961. L'Union européenne compte souvent Israël dans ses rangs pour nombre de sujets. Pourquoi ? C'est illogique, comme quoi Israël mène la danse. El Subin, surtout que le 7 octobre, c'est Bibi qui a financé via le Qatar. Cuire le cul, est-ce que quelqu'un ici regarde les médias en Afrique pour savoir de quoi il parle ? Intomac, moi ce que je trouve étrange, c'est ce soudain retournement de veste des merdias et des dirigeants européens. Falcula Stéphane, la question palestinienne devrait concerner les souverainistes et nationalistes. Nier la souveraineté d'un peuple, c'est nier la sienne. Intéressant. Shori Youzen 10, sans dévaloriser les morts conflits dans le monde, il s'agirait juste de focus chaque cas par ordre de gravité importance. Ça, je trouve que sur le terrain de la philosophie morale, c'est un argument qui se tient pas. Parce que, pour répondre à ça, les amis, je trouve que attention avec ce genre d'arguments, parce qu'on les entend dans les médias, les amis, et au fond de vous-même, vous savez très bien que c'est faux. Je vous donne un exemple simple. Quand vous perdez votre mère, quand vous perdez votre femme, quand vous perdez votre mari, quand vous perdez un enfant, vous perdez un individu. Si quelqu'un arrive à l'enterrement et vous dit « bah oui, mais là, il vient d'y avoir un crash d'avion. Il y a 120 personnes qui sont mortes. Donc t'es sympa, mais ta mère, ton père, ton fils, ta femme, on s'en bat les couilles en fait. Parce que statistiquement, c'est pas grave. » Bon bah là, cette personne qui vous dit ça, je pense que vous pouvez lui latter le front. Il peut y avoir des envies de violence, tu vois. Donc, c'est de la philosophie morale, mais comprenez bien que la vie humaine ne peut pas se rationaliser de manière statistique. Sur un autre terrain, on l'a vu avec le Covid. Et que l'importance d'un décès n'est pas liée à la masse, n'est pas liée au nombre. C'est lié à l'attachement, aux valeurs qu'on y attache. Vous avez compris l'idée. Donc, attention avec cet argument. Là encore, vous faites ce que vous voulez. Mais on l'entend beaucoup dans les médias, cet argument, et je le trouve ridicule parce qu'il ne résiste pas, en fait, à l'épreuve du réel, d'une certaine manière. News 2000, faudrait que tout le monde lise l'État d'Israël contre les Juifs, écrit par un journaliste français juif. Igerne 14, les Anglais ont foutu la merde dans tous les pays où ils étaient, Palestine, Liban, Inde et Pakistan. Alpha Nanas, tous ceux qui veulent créer un clivage binaire entre pro-Israël et pro-Palestine sont des hypocrites dans le meilleur des cas, plutôt d'accord avec ça. Sam 6, on ne doit pas hiérarchiser justement. Jijo BZH, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une culpabilité européenne suite au massacre des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale de la part de l'Europe ?
Awax 927, le QCM m'a convaincu, je suis pro-Israël maintenant. Kindud 73, c'était déjà comme ça dans les années 90 quand on militait pour le Tibet. On nous disait pourquoi vous ne parlez pas de la Palestine. Cuire le cul, pas pro-Israël ou pro-Palestine, mais pro-Netanyahou ou pro-Hamas, pas pareil. Mais non, mais les pros quelque chose, ça veut rien dire de base, les amis. Arrêtons avec ça. Coups 34, pour avoir un ami en Israël, ils sont soumis à une énorme propagande propagée par le gouvernement, exactement comme dans notre pays où les médias nous servent une soupe propagandiste. Bernie 5, il y a une propagande qu'on ne peut nier pro-pouvoir israélien, liée étroitement avec l'UE et les États-Unis. Et pour rappel, les mesures Covid ont été copiées sur le pouvoir israélien. Première manif en Israël, très peu relayée. Intomac, en effet, sinon 1000 nazis qui meurent seraient donc plus dignes d'intérêt qu'un innocent qui meurt. C'est de la philosophie morale. C'est de la philosophie morale là-dessus. Il y a un bouquin, les amis, que je vous recommande. Je crois que c'est L'odeur des croissants chauds, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un drôle de personnage. C'est un philosophe. Je vous donne une petite référence philo. Après, on part sur Clochefab. Petite référence sur ces questions-là, les amis. Alors, je sors un petit peu là du débat géopolitique. Un philosophe qui s'appelle Rufène-Augien, alors qui avait une drôle de vie. Je vous dis pas que tout son parcours est impeccable. Bon, il y a eu des trucs un petit peu chelous. Il a milité dans des milieux un peu chelous. Bon, à la limite, c'est son problème. Et puis bon, il faut différencier l'homme de l'artiste. Voilà, et donc, ce monsieur s'est spécialisé dans la philosophie morale. Donc, c'est vraiment les choix moraux de ce qu'on fait aujourd'hui, dans ce qu'on vit. La philosophie morale, c'est ça. Quand la morale, en fait, rentre dans les réflexions, mais au quotidien. Et en fait, ces questions de philosophie morale, elles sont revenues au premier plan, pour vous donner un exemple, en fait, un exemple pratique de ce qu'est la philosophie morale. On a beaucoup parlé de philosophie morale ces derniers temps dans le monde de l'intelligence artificielle par rapport à la question des voitures autonomes. C'est tout simple. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des programmateurs qui préparent les bagnoles, disons Tesla, on s'en fout, qui préparent des bagnoles autonomes qui sont censées ne pas avoir de conducteur. C'est-à-dire la bagnole se démerde, tu lui dis je veux aller d'un point A à un point B, et la bagnole est censée t'amener en respectant le code de la route, en faisant tout ce qu'il faut. Et en fait, ces programmateurs, même aux États-Unis, ça a été un sujet de débat, il y a eu des colloques sur la question, des choses comme ça, parce que les programmateurs ont heurté une limite où ils se sont dit, mais attendez, nous on doit programmer des bagnoles et on doit, comme dans une logique un petit peu presque probabiliste, on doit imaginer des situations accidentogènes. Donc en gros, pour prendre l'exemple caricatural, la voiture arrive sur la route, il n'y a pas de voiture en face, d'accord ? C'est une deux voies. Les programmeurs, pardon, je dis programmateurs, merci à Ezio5 qui me corrige, programmeurs, pardon. C'est une deux voies, il n'y a pas de voiture qui arrive en face, et au même moment, vous avez un enfant de 5 ans qui traverse, mais vraiment à la dernière minute, c'est-à-dire il est à 3 mètres du pare-choc, pardon. Vous avez un gosse qui traverse et une mamie qui traverse. Et là, les programmeurs ont posé des questions, et ça a été de vrais sujets de débat, en disant, mais on donne quelle consigne à la voiture ? Parce que l'intelligence artificielle d'une voiture se base en fait sur une accumulation de données que vous allez donner à la voiture. La voiture ne décide pas toute seule. L'intelligence artificielle, si vous voulez, c'est une sorte d'intelligence cumulative. On lui donne plein de choses à lire, plein de données, plein de situations, tout ce que vous voulez. Et c'est sur la base de tout ça que le programme va prendre va aller vers tel ou tel choix. C'est sur la base de, par exemple, probabilité dans 50 cas différents, et c'est passé ça. Bon, vous avez compris l'idée. Donc l'intelligence artificielle ne prend pas de décision toute seule. Il faut l'orienter, dire telle situation, telle configuration, telle décision. Et donc là, on est dans la philosophie morale. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on choisit quoi ? Est-ce qu'on choisit une dame âgée qui malheureusement arrive plus tôt à la fin de sa vie, donc on privilégie, si vous voulez, l'espérance de vie, si j'ose dire. Ou est-ce qu'on choisit le gamin parce qu'on privilégie, par exemple, l'impact économique pour la société, la mamie, elle paye ses impôts, et machin, et bidule. Donc, ça, c'est de la philosophie morale. Et donc, Rufène-Augien, il s'est spécialisé là-dedans. Il a écrit pas mal de bouquins. Et il y en a un que je vous recommande, les amis, c'est celui-ci. Et c'est un peu casse-tête, c'est assez intéressant comme truc. Ça s'appelle l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine. Bon, c'est un petit peu long. L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, c'est en livre de poche chez J'ai lu. Donc vous en avez pour 10 balles, je pense même pas. Là, moi je suis en Suisse, donc c'est 12 balles, mais vous allez en avoir pour un peu moins de 10 balles.
Et c'est passionnant. C'est vraiment passionnant parce que c'est une branche très spécifique de la philo. Et c'est une branche qui est vraiment casse-tête. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment casse-tête, comme dirait Lucie. C'est vraiment casse-tête parce que on est face à ce genre de choix, tu vois. Ce genre de choix qu'on peut faire au quotidien et compagnie. Et la philosophie morale, c'est ça. C'est celle qui interroge, en fait, un peu ce que je vous disais tout à l'heure, le dilemme de est-ce que c'est plus grave un mort ou 1000 morts? Sauf que quand vous avez une proximité avec le mort, eh ben les 1000, vous en avez rien à foutre, quoi. C'est ça la philosophie morale, c'est-à-dire il y a la question de la proximité, par exemple sur le décès de votre voisin vous impacte plus que le décès d'une personne à 6000 km de chez vous. Alors que c'est paradoxal, je veux dire, ça reste un décès, une famille, un machin, un bidule, et pourtant il y a un impact qui n'est pas le même parce que la proximité, parce que tout ça. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'en suis allé là, mais c'est vraiment un bouquin que je vous recommande, qui est très facile à lire et qui tord un peu les neurones parce que on est dans ce genre de situation où en fait on est rarement foutu de il y a pas de bonne solution en fait. Il y a pas de bonne solution. Je vois Coops34 qui pose la question dans le chat. Effectivement, il n'y a pas de bonne solution. Et c'est le principe de la philosophie morale, c'est qu'avec tous ces exemples, on comprend, et c'est peut-être le plus dur à accepter, on comprend que parfois dans des choix qu'on peut faire ou dans des réflexions qu'on peut avoir, il n'y a jamais de bonne solution. Il n'y a jamais de bonne idée. Et c'est possible. C'est possible. Parfois, alors qu'on a envie qu'il y ait évidemment un aboutissement dans nos réflexions, dans nos décisions, dans nos choix, et bien parfois il n'y en a pas. Parfois il n'y en a pas. Et nous, dans l'actualité, dans le travail qu'on fait avec Juste Milieu, parfois je vous dis ça. Je vous dis, mais typiquement, la situation israélo-palestinienne, il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de bon camp. D'où le pro-machin, pro-bidule. C'est en cela que c'est ridicule. C'était pareil avec le Covid. Pro-vaccin, anti-vaccin. C'est absurde. C'est absurde. Les millions de Français que chaque case intègre contre leur gré, en oubliant complètement les nuances, parce que parmi les anti-vax, vous avez des anti-vax durs qui refusent tout vaccin, qui refusent pour leurs gosses et compagnie. Et vous avez des gens qui se posaient juste des questions contre l'injection Covid-19. Et on les a mis dans la même case. Pareil, les pro-vaccins. Qu'est-ce que c'est un pro-vaccin? C'est quelqu'un qui se lève et qui se masturbe sur le logo de Pfizer. C'est quoi un pro-vaccin? Comment on est pro-vaccin? Tu fais de l'acupuncture avec des... Enfin, c'est quoi cette histoire, tu vois? Donc, bref, vous avez compris l'idée. Pardon, je me lance parce que ça me passionne ces trucs-là. Mais vous avez compris l'idée. Et donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur ça, sur ce bouquin donc de Ruven Augien. On va enchaîner évidemment les amis, on va aller vers le gros sujet du jour. 18h30, merci à Falcula Stéphane dans le chat qui dit « La dialectique de l'idéalisme, c'est une très bonne réflexion de Rémi, merci beaucoup. Cher ami, c'est vrai que ça formulé encore mieux. Dialectique de l'idéalisme... Cunut73 qui dit pour une soirée jeu avec les zinzins suisses, j'ai un jeu de société qui s'appelle l'énigme du tramway et qui est basé là-dessus, c'est super drôle. Et je l'ai vu au magasin, ça. J'ai vu la boîte à la Fnac et compagnie. Ça me dit quelque chose. Ah bah, la prochaine fois, prochain apéro, tu le ramènes alors, ça marche. Alors, les amis, qu'est-ce que je fais? C'est pas celui-là, c'est celui-là. Les amis, on va y aller avec ce sujet, ce gros sujet, qui était vraiment le père de Klaus Schwab. On va se poser cette question aujourd'hui. C'est un thème sur lequel je voulais revenir avec vous les copains parce que on en a déjà beaucoup parlé. Dans ces fameuses théories du complot fumeuses qui donneraient de l'herpès anal à Rudi Reichstadt, on a l'histoire déjà de Klaus Schwab lui-même et du daron de Klaus Schwab. Parce que quand tu commences à avoir un nom de famille qui sent la currywurst à ce point, tu te dis, il y a quelques décennies en arrière, dans la famille, on taquinait peut-être les vestes en cuir Hugo Boss. Et avec Klaus Schwab, il y a eu beaucoup de rumeurs, parce que déjà, les idées défendues par Klaus Schwab ne rappellent pas les meilleures pages de l'histoire. Donc, je voulais creuser avec vous tout ça, les copains, revenir sur le personnage de Klaus Schwab, son action, le fait qu'il se soit fait secouer un petit peu il n'y a pas si longtemps. Et je voulais surtout creuser cette question avec vous concernant le père de Klaus Schwab. Alors, Klaus Schwab, ce qui est intéressant, c'est que c'est le genre de personnage où on pourrait se contenter de diffuser sa photo que on aurait compris ce qu'il y a à dire ensuite. Tu vois, si je fais ça, la vidéo peut s'arrêter là.
Bon, tu le vois, admettons, regarde, on va faire une mise en situation. Parce qu'on est chez Juste Milieu, on est dans une démarche pédagogique, dans une démarche psychologique. Fermez les yeux, détendez-vous, fermez les yeux, fermez-la. Globalement, fermez tout. Fermez les yeux. Vous arrivez dans une boulangerie, la Micaline, rue Jean Jaurès à Sochaux. La Micaline. Vous ouvrez la porte. Tiling, 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 tiling. Vous avez faim. Et ça sent bon, les croissants chauds. Et vous dites, tiens, je me ferais bien une viennoiserie. Et là, vous ouvrez les yeux doucement. Bonjour, madame! Voilà, donc tu quittes la boulangerie sur le champ. Il a une tête effrayante. Et tu te dis, ce monsieur ne peut pas être kinésithérapeute pour poisson rouge. Il a une tête effrayante, c'est vrai. Donc, Clochefab, on va creuser quand même un petit peu parce que on va pas faire du délit de sale gueule. Quand on voit la mienne, je suis quand même pas le mieux loti. Donc, il faut creuser, on peut pas s'en arrêter là. On peut pas s'arrêter là, c'est pas possible. Donc Clochefab, vous le savez, est le fondateur du Forum économique mondial ou World Economic Forum. Ah, j'ai quelques notions d'anglais. Ouais. Il a fondé cette merde en 1971. Donc, à l'époque, Clochefab était professeur d'économie en Allemagne. Pas forcément le plus connu. Il sort un petit peu de nulle part. Alors, peut-être les liens avec le papa. On y vient dans quelques minutes. Mais à l'époque, il est vraiment pas super connu. Il fait pas partie des économistes de premier plan, à la Milton Friedman ou autres, qui font parler d'eux. Clochefab, c'est un prof d'économie, une sorte de Derrick avec une calculette. Et bon, il déboule et il nous crée cette réunion de Tupperware des puissants de ce monde, où on nous dit il ne faut pas avoir peur, vous avez compris la ref, mais petit à petit, cette réunion va attirer tout ce que le monde peut compter de puissants, de dirigeants, que ce soit de pays ou d'entreprises, tout ça par l'action d'un prof d'économie qui se faisait chier les dimanches et qui s'est dit je vais faire une réunion de Tupperware des puissants. Donc ça commence à partir de 1971 et le World Economic Forum va vraiment devenir le rendez-vous. Le rendez-vous des puissants, chaque année, c'est le festival de Cannes des escrocs. Non, je fais attention à ce que je dis parce que t'as vite fait d'avoir un Julien Pain sur le dos. Donc, le festival, pas de Cannes, c'est pas du cinéma. Le festival, donc, qui maintenant se déroule à Davos, d'ailleurs, à Davos. Et pour la petite anecdote, parce que cette vidéo va être truffée d'anecdotes. J'aime bien truffer de temps en temps. C'est de notoriété publique que, donc ça fait maintenant un paquet d'années que tout ça se fait à Davos, donc une station de ski connue en Suisse. Et pour la petite anecdote, vous vérifierez si vous êtes fact-checker, il y a plusieurs articles qui parlaient de ça, notamment c'est un article de Blink, si je dis pas de conneries, un média suisse, qui avait révélé que par le plus grand des hasards, ou sur les jours durant lesquels se déroule le forum de Davos, donc en Suisse, il y a une augmentation assez incroyable du nombre de prostituées dans la zone. Alors je parle pas des dirigeants qui viennent. Voilà, non, il y a une confusion qui est vite arrivée. Autant j'aime bien truffer, mais j'aime pas être confus. Non, prostituées qui malheureusement sont consommées par les gens qui se déplacent sur Davos. Donc voilà, pour vous dire un petit peu, voilà, l'esprit du World Economic Forum, c'est on se réunit dans une ambiance un petit peu secrète, avec les puissants de ce monde qui ont besoin de se parler sur des trucs où ils font des grandes conférences entre eux sur des thématiques liées à l'actualité, l'économie, l'idéologie. Mais par contre, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a pas de problème. Ils font tout ça pour le bien-être. Pour le bien-être, évidemment, de l'humanité et la lutte contre les douleurs aux chevilles. Donc, Clochefab est ce monsieur qui a créé tout ça, qui a mis tout ça sur place. On sait pas trop d'où il sort, mais en tout cas il est là. Et donc ce World Economic Forum qui se réunit donc tous les ans à Davos, c'est vraiment un sommet maintenant où il y a du milliardaire, du patron, du machin. Vous avez compris l'idée. Alors pour la petite parenthèse, quand on parle de Clochefab, je vous dis autre anecdote. Je truffe. On pense évidemment au cas aussi de Joseph Ratzinger. Alors pourquoi je vous parle de Joseph Ratzinger, je vais vous montrer sa tronche. C'est un diplomate polonais. Alors peut-être que vous le connaissez ou pas, mais vous allez voir, c'est un petit peu le même acabit que notre ami Clochefab. Tu vois, c'est voilà, Monsieur Ratzinger, c'est celui-ci, à droite là. Voilà, bon. Après, il est polonais, donc c'est vrai que c'est pas la compagnie créole. La photo qu'ils ont choisie, je vais vous la mettre en gros plan. Pareil, tu te dis, bon, je vais pas prendre mes chouquettes chez lui. T'as pas envie. Joseph Ratzinger était un diplomate polonais, de premier plan, lui pour le coup.
et qui, alors par le plus grand des hasards, a été approché par la CIA dans les années 50. C'est d'ailleurs un article d'Historia qui le rappelait. Là, je vous ai trouvé un article du Monde qui fait écho à ce qu'avait révélé Historia dans un numéro sorti en 2003. Et Joseph Ratzinger, en fait, a plus ou moins été financé par la CIA pour créer le groupe Bilderberg. Voilà, c'est comme le World Economic Forum, mais en un petit peu plus secret. Eux, c'est vraiment, même les puissants qui se rendent là-bas n'ont pas droit au téléphone, il n'y a rien qui doit fuiter, tout ça. Tout ce que je vous dis vient également d'un livre qui s'appelle La Grande Dissimulation, publié aux éditions de l'Artilleur. Donc vous connaissez la maison, il y a des sources dans ce que je vous dis évidemment. Et donc Joseph Ratzinger, je vous parle de lui pour la petite parenthèse parce que il a connu un petit peu le même parcours que Klaus Schwab, des types, alors on sait pas comment, qui sont catapultés au premier plan. Ratzinger, on sait, Ratzinger c'est la CIA, pour le coup ça c'est assez factuel. Klaus Schwab, ça reste plus difficile à tracer, mais qui crée en fait des groupes de rencontres pour les puissants de ce monde, où il y a des grandes réunions, il y a des grandes conférences, il y a tout ce que vous voulez, mais tout ça évidemment, je vous dis tout ça sans aucun complotisme, faut être très prudent. Alors, si on avance un petit peu sur le sujet, donc Klaus Schwab est au centre de plusieurs polémiques, rumeurs, craintes. Alors, évidemment, toutes ces rumeurs sur le forum de Davos, le World Economic Forum, qui avaient été débunkées, rappelez-vous, on en avait fait une vidéo où on avait Julien Pain qui était allé nous débunker tout ça. Il avait fait ce reportage sur... attends, faudrait que je vous le retrouve. Il avait fait un reportage à Davos. Et regardez, c'était dans le Juste Bistrot 92 qu'on en avait parlé. Putain, ça nous rajeunit pas. Regarde. On avait regardé, je sais pas si vous vous rappelez de cette séquence dans le Juste Bistrot, les amis. Ah, j'avais une fif, quoi. Regarde cette mèche. Oh, ça allait pas, putain. J'avais pas trouvé mon style capillaire à l'époque. Et puis j'étais plus maigre à l'époque aussi. Bref, je sais pas si vous vous rappelez de ce documentaire. Et il y a l'ami Salva d'ailleurs qui est interrogé, Gilet jaune, Salva qui est interrogé au début, qui est là, que j'embrasse, qui nous avait écrit un papier formidable. On avait fait un interview avec lui, il nous avait fait un papier dans le banquet. On l'embrasse, mon Salva. Et donc vous vous rappelez, Julien Pain qui était allé à Davos, qui avait d'ailleurs... Pour mener son enquête, pour savoir si Davos c'était la réunion des vilains, Julien Pain avait posé la question au responsable communication de Davos qui lui avait dit « Nous ne sommes pas des vilains ». Donc voilà, fin de l'enquête, merci Kojak. Donc, Klaus Schwab, déjà j'ai du gaz aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Klaus Schwab est au centre de plusieurs rumeurs, presque rumeurs fantasmagoriques, si j'ose dire. On l'accuse de défendre une gouvernance mondiale technocratique via le World Economic Forum. Et là, je m'inscris en faux. Non, on peut pas dire ça. Pourquoi ? Parce que c'est complotiste, évidemment. On lui reproche ça. On lui reproche évidemment aussi un bouquin qu'il a écrit en 2020 sur le Great Reset. Ce bouquin, on en avait parlé également sur Juste Milieu. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, le fameux Great Reset, co-signé par Klaus Schwab et Thierry Malret, la grande réinitialisation. Et donc, l'avantage de Klaus Schwab, c'est qu'il y a des rumeurs qui existent, et notamment celles qui voudraient que Klaus Schwab réunisse des puissants de ce monde pour diffuser des idées, notamment concernant cette logique de grande réinitialisation, où on pourrait réinitialiser les économies, notamment occidentales, pour aller vers des modèles différents, plus verts, avec des modèles comme la ville du quart d'heure, ce genre de choses. Et ce qui est bien avec Klaus Schwab, c'est qu'il y a des rumeurs qui existent. Et lui, il écrit un livre qui s'appelle Le Great Reset. Voilà, comme ça, tu vois, c'est tranquille. Avec Klaus Schwab, c'est le complotisme détendu. Parce que les gens se disent, ouais, Klaus Schwab, c'est un partisan du Great Reset. Bon, bah, le mec te sort un livre, Le Great Reset. Comme ça, voilà, il n'y a pas de doute. Et Klaus Schwab, peut-être en allemand, ça veut dire pas de doute. Je trouve que c'est ce qui est bien avec lui. Il nous a écrit ce bouquin où il explique tout ça. Donc, en vérité, cette rumeur qui voudrait faire de Klaus Schwab un grand penseur du Great Reset et de ces économies occidentales plus tournées vers des modèles verts, RSE, tout ce que vous voulez, en fait, il l'a écrit. Donc, il n'y a même pas besoin de s'emmerder. C'est qu'il l'a écrit dans son bouquin. On lui reproche évidemment des soupçons de proximité excessive avec des multinationales et des géants de la tech qui se rendent tous les ans dans son forum de Davos. On l'attaque également sur son image d'architecte d'un nouvel ordre mondial, mais comme je vous le dis, c'est écrit dans son bouquin.
pour l'avoir lu, ce livre, je crois même en avoir fait une vidéo, il me semble, si je dis pas de conneries. Il te le dit, en fait, il n'y a pas vraiment de suspense là-dessus. Et puis, on nous dit également, l'une des attaques qui est faite à Klaus Schwab, c'est que le World Economic Forum est aussi accusé d'influencer les gouvernements hors de tout processus démocratique. Ce qui peut s'entendre, là encore, alors j'embrasse évidemment Conspiracy Watch et je vous ferai un don, un de ces quatre, les temps sont durs les amis. Le World Economic Forum, si on met à plat les choses en étant sérieux, c'est une réunion qui n'est pas organisée par une instance reconnue, ça n'est pas une instance publique, c'est une réunion qui chaque année se fait en ramenant les puissants du monde entier qui viennent en jet privé nous parler d'écologie, qui se réunissent pour parler de la même idéologie, avec quasiment aucun débat contradictoire, et après ces gens-là rentrent chez eux et répètent ce qu'on leur a dit au World Economic Forum. Alors de prime abord, t'as envie de te dire, cette réunion, elle n'est pas faite pour rien. C'est pas non plus une réunion de superwar où tout le monde vient les mains dans les poches. Il y a quand même peut-être un intérêt autre que aller fréquenter les prostituées de Davos et boire du champagne en bas des pistes. Donc, mais ça, c'est du complotisme. Il faut être très prudent. Donc, sur Klaus Schwab, on en a déjà beaucoup parlé. Je ne vais pas tout vous répéter. Je pense que vous êtes beaucoup déjà à connaître ces dossiers-là. Mais au moins, on remet un petit peu les éléments. Ça mange pas de pain, comme dirait Julien. Voilà. Après, j'ai pas dit que tout était marrant non plus. Mais voilà, je voulais quand même faire ce rappel qui me semble important. Mais on va arriver au cœur du dossier. Parce que le cœur du dossier, c'est pas celui-là. Le cœur du dossier, c'est le papa. Le papa de Klaus Schwab. Et oui, il y a eu beaucoup de rumeurs, notamment au moment du Covid-19, ça concernait également Ursula von der Leyen, je vais vous en parler dans quelques minutes, où on a dit, comme je vous expliquais tout à l'heure, quand tu commences à t'appeler Schwab, Klaus Schwab, t'as un nom à résonance un peu teutonique, on commence à te dire, oui, il a 60-70 baloches, ça veut dire que ces darons, ils étaient dans le bel âge au moment du Troisième Reich. Bon, c'est malheureux, et malgré les processus de dénazification... qu'est-ce que c'est ça malgré les processus de dénazification, en fait... malgré les processus de dénazification, malheureusement, ça n'a pas permis de nettoyer un petit peu tout le monde. On a continué à se promener avec des nazis dans le secteur. Donc... Attendez, je crois que j'ai un bug là-dessus. Bon, c'est pas très grave. Donc, j'ai mené un petit peu l'enquête là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur le dossier Klaus Schwab et notamment concernant son daron. On va mettre tout ça à plat. Les amis. Eugène Schwab. Eugène Schwab, c'est le nom. C'est le nom du papa qui était dirigeant de l'entreprise suisse Escher Wyss. Tu te dis, là, c'est du suisse allemand, c'est pas la meilleure ambiance. Vraiment, c'est pas Copacabana. Qu'est-ce qu'il faisait chez Escher Wyss ? Parce qu'il y a eu beaucoup, évidemment, là encore, beaucoup de rumeurs qui ont circulé. C'est une entreprise qui exploitait un site industriel du côté de Ravensburg, dans le sud de l'Allemagne, et qui avait pour objectif de fabriquer notamment des turbines qui étaient nécessaires à l'effort de guerre nazi. Alors, tout ce que je vous dis, ce qui est intéressant, c'est que ça provient d'un article de l'AFP. L'AFP qui est allé justement débunker tout ça. C'est pour ça que j'ai des sources officielles sur ce que je vous dis. Une photo du père de Klaus Schwab, confident intime d'Hitler, faux. Ils te disent c'est faux. Parce que parmi les rumeurs sur Schwab, il y avait celle-là. Ils prennent un tweet. On nous montrait une photo qui disait sur la gauche, vous pouvez voir le fondateur, donc Klaus Schwab, à droite, son père confident intime d'Hitler, l'industriel et fasciste Eugène Schwab. Alors, on va débunker le débunkage. C'est-à-dire que là, on rentre dans un truc, c'est Inception. La photo qui a été montrée n'est pas celle du père de Klaus Schwab. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas Eugène Schwab. On a des photos, tu vois, on a plutôt celle-là. On a cette photo-là d'Eugène Schwab à gauche. Là, c'est Eugène Schwab. À droite, c'est en tout cas, on estime que c'est un certain Walter Dibilaz. Donc, on voit quand même à peu près sensiblement la différence. Et là, vous allez me dire, Rémi, attends, si tu commences à te cacher derrière les sources de l'AFP, on n'est pas sorti du sable. Et vous avez raison. Mais ce que dit l'article de l'AFP
Et c'est là où c'est génial. C'est la force des débunkers qui parfois nous donnent de meilleures billes que celles qu'on avait au départ. Parce que l'article de l'AFP, je vous le résume, nous dit, vous avez vu, sur la photo, c'est pas lui, son vrai père, c'est Eugène Schwab, il n'était pas confident intime d'Hitler parce qu'il exploitait des prisonniers de guerre des camps de concentration allemands. C'est-à-dire, donc cet article de l'AFP dont je vous parle, nous explique, je vous ai pris, regardez, il parle de l'entreprise Escherwiss ici à Ravensbourg. Tout ce que je vous dis vient de cet article de l'AFP qui nous dit non, il n'était pas du tout confident intime d'Hitler. La preuve. Ce que nous dit l'AFP, c'est que les archives de l'entreprise Escherwiss, je ne sais pas comment on dit, puis je m'en cire, ont démontré que 86 prisonniers de guerre avaient été exploités par l'entreprise d'Eugène Schwab en 1943 et plus de 400 en 1944, dont de nombreuses femmes russes. Donc on avait clairement des prisonniers, des camps de travail ou camps de concentration, après c'est selon, c'est un débat historique aussi là-dessus, qui étaient clairement exploités pour l'entreprise pilotée par Eugène Schwab. Mais ça se corse un petit peu, parce que Eugène Schwab, il n'y avait pas que ça, et c'est toujours l'AFP qui nous le dit, pour bien expliquer qu'il n'avait rien à voir avec Hitler. Ils nous disent qu'il était membre du conseil de la Chambre de commerce germano-suisse, et qu'il ne fait aucun doute qu'à ce moment-là, il côtoyait des figures nazies de premier plan, et qu'il a obtenu des contrats par ce biais-là. Alors quand je parle de figure nazie de premier plan, c'est pas Hitler, qu'on soit bien d'accord, mais que Eugène Schwab en a clairement profité et qu'il y a eu une forme de collusion assumée avec l'état-major nazi à ce moment-là. Donc, ce qui se passe après la guerre, pour continuer avant qu'on perde la trace d'Eugène Schwab et qui décède évidemment, qui quitte ce monde, après 1945, Eugène Schwab va réussir à éviter le processus de dénazification. Donc pour rappel, en Allemagne, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un grand processus qui a été enclenché, qui était celui de dénazification, parce que forcément, tous les nazis n'avaient pas été tués, on en retrouvait plein dans les administrations, dans les boulots, dans les machins, processus qui n'a pas été parfait. On va dire, voilà, certains sont allés faire bronzette en Argentine, notamment. Bon, il y en a certains qui sont restés en Allemagne. C'est le cas, par exemple, du bouquin formidable de Johan Chapoutot, qui s'appelle « Libre d'obéir », qui prend le cas de... je sais plus comment il s'appelle, je vais dire une bêtise, mais le cas d'un ancien nazi d'assez haut niveau dans l'état-major nazi, et qu'on a retrouvé à fonder une école de management dans les années 60 en Allemagne, et qui a formé de très nombreux cadres dans le public comme dans le privé. Donc ce processus de dénazification n'a pas été parfait, faut pas déconner. Et donc Eugène Schwab a pu continuer sa carrière avant de mourir environ 10-15 ans plus tard, en prospérant dans l'industrie sans jamais vraiment être inquiété. Donc je vous parle de ça parce que c'est assez intéressant de voir que nos débunkers de l'AFP nous disent rien à voir avec Hitler, mais ils nous donnent des billes qui sont pas forcément plus rassurantes. Et on a même quelque chose qui interpelle. Parce que Klaus Schwab n'est pas le seul dans cette histoire à avoir un papa au parcours, on va dire, un petit peu ombragé. Et il y a également une certaine Ursula von der Leyen. Alors, sur Klaus Schwab, on y va, je vous donne tout ça, mais sur Ursula von der Leyen, j'ai appris quand même pas mal de choses, parce que tout ce que je vous dis, les amis, ça sort d'un travail d'enquête que j'ai fait il y a plusieurs mois, pour Juste Mensuel, et je me suis régalé à ça. L'article que j'ai écrit s'appelle « Des anciens nazis architectes de l'Union européenne ». En fait, j'ai travaillé sur plusieurs personnes, notamment des types comme Karl Maria Wettigund, des types comme ça, anciens nazis notoires, qu'on a retrouvés en fait dans le processus de création de l'Union européenne. Et vraiment, ce dossier, c'est l'un des dossiers dont je suis le plus fier, parce que j'ai appris beaucoup de choses en le faisant, en fait, en cherchant les sources, évidemment, parce que tout le travail de Juste Mensuel, c'est ça, c'est d'amener des sources, d'amener quelque chose de concret, de solide, sur des sujets qu'on ne peut pas vraiment aborder, vous vous en doutez bien. J'ai trouvé ces éléments que je vous raconte aujourd'hui sur Klaus Schwab, et j'en ai trouvé de sérieux sur von der Leyen, et sur d'autres personnalités de premier plan qu'on a vues dans la construction européenne. Alors, ce travail, c'est celui de Juste Mensuel, vous le savez, et je suis très heureux d'avoir fait ça pour la revue, parce que c'est notre marque d'indépendance. On a ces revues, on a ce travail dans nos revues, les amis. Ce qui fait que Juste Milieu est ce qu'on est aujourd'hui, c'est que je sais que vous êtes sollicités de toutes parts, mais l'indépendance de Juste Milieu, elle fonctionne comme ça. On n'a pas de subvention, on ne fait pas de cagnotte, on ne fait pas de dons, on ne fait pas je sais pas quoi. On fournit du travail en plus pour alimenter nos magazines et faire ce genre d'enquête avec des trucs solides où, typiquement,
des architectes nazis, enfin des anciens nazis dans la construction européenne, c'est pas un dossier courant. C'est pas un dossier courant. Et donc je me suis régalé à faire ça, les amis. Donc si vous voulez recevoir ce numéro de Juste Mensuel, donc c'est le nouveau là qui va sortir. Si vous voulez recevoir ce dossier, je vous mets un lien en description de la vidéo. Je vous montre la page à laquelle vous allez avoir accès parce que je suis vraiment fier de notre boulot. Et évidemment que c'est un truc payant, mais c'est comme ça qu'on tient juste milieu, qu'on tient à notre indépendance. Donc ça, c'est le fameux dossier dont je vous parle, que j'ai écrit sur cette enquête avec toutes les sources que vous allez retrouver. Et vous avez en plus 3 autres dossiers. Donc il y a l'abonnement que vous choisissez, ça peut être 6 mois, 3 mois, vous choisissez la forme. Et on a 3 dossiers qu'on vous file en plus, 3 dossiers en numérique, pour vous montrer le genre de sujet qu'on traite dans Juste Mensuel tous les mois. On a par exemple sur la propagande Russie-Ukraine, où je suis allé mettre tout ça en contradiction, tout ce qu'on nous disait dans les médias. Il y a tout un dossier qu'on vous envoie pour tout abonnement sur le projet MK Ultra, parce que là encore, il y a beaucoup de fantasmes, mais le projet MK Ultra est parfaitement officiel et on a des sources tout à fait sérieuses quand on souhaite travailler dessus. Et puis un autre dossier qui s'appelle Ces millionnaires qui nous gouvernent, où on s'est amusé à regarder les déclarations de patrimoine de nos ministres, et je peux vous dire qu'il y a de belles choses. Donc ça, c'est le travail de Juste Mensuel. Et je voulais faire cette vidéo sur Clochefab aujourd'hui pour vous donner des billes, pour vous donner des éléments sur lui, mais aussi pour mettre en avant ce travail qu'on fait avec Juste Mensuel, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses dans le dossier, notamment von der Leyen. Donc si ce genre de travail d'investigation, ce travail vous plaît, de révélation sur des sujets chauds avec des éléments qu'on ne trouve pas ailleurs, n'hésitez pas les amis à nous soutenir, lien en description si vous regardez le replay de cette vidéo. Sur Twitch, je vous le donne dans le chat évidemment les copains, c'est aussi ça la démarche Juste Milieu, on a décidé de fonctionner comme ça pour gagner notre croûte et gagner notre indépendance. On fait du travail en plus dans nos revues et voilà ce qu'on sort tous les mois. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si vous voulez nous soutenir, vous avez le message. Donc voilà ce que je voulais vous dire les copains sur Clochefab. Dites-moi un petit peu dans le chat ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez appris des trucs et compagnie, parce que ça fait plaisir d'avoir votre retour sur tout ça. Les copains, los copinos, on peut le dire évidemment. Alors, il y a Géronimo5 qui dit... Tu sors la liste... Attends, pourquoi il s'affiche pas ton... Voilà. Tu sors la liste des gens qui sortent de la réunion du Bilderberg et tu as une idée de toutes les raclures de... Je vais pas lire tout ton truc pour pas avoir des problèmes avec Twitch qui complotent dans leurs affaires ou des idées sectaires. J'ai pas lu le mot, ça qualifiait les gens de manière pas sympa. Voilà. Merci Rémi, très intéressant, nous dit Awax927. Merci les copains, merci à vous. N'hésitez pas, comme dit, vous savez que les revues, je vais vous en parler de plus en plus parce que je me rends compte que je suis fier comme un coq du travail qu'on fait, que ce soit Juste Mensuel et le banquet. Et je considère franchement qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. À chaque fois que je vous en parle, et c'est peut-être une erreur que je fais d'ailleurs, sûrement, à chaque fois que je vous en parle, c'est sous un angle purement commercial, de dire abonnez-vous, il y a ça, il y a ça. Et je vous présente pas ce qu'on fait en fait dans la revue, ce qu'on publie tous les mois. Donc je vais vous faire plein de vidéos comme ça pour présenter des dossiers, en donnant de l'info quand même, pas être que dans le commercial, mais surtout en vous invitant, voilà, si vous voulez nous soutenir et de vous montrer ce qu'il y a dans les revues tous les mois. Par exemple, je vous présenterai, dès qu'on reçoit les nouveaux numéros, je vous présenterai les sommaires pour voir ce qu'il y a dedans et compagnie. Coupe34 qui dit j'ai reçu celui du mois en cours car j'ai commandé ton livre et effectivement c'est super bien, par contre j'ai toujours pas reçu le livre. Alors ça c'est pas normal, n'hésitez pas à m'écrire, je remets mon adresse mail dans le chat, je vais gérer ça, pas de problème. Parfois c'est des histoires de conformité d'adresse, ça peut arriver, la poste qui, si t'as des virgules, des majuscules, des conneries, c'est ce qui fait que ça aiguille pas forcément. Évidemment on renvoie un exemplaire avec plaisir, tu m'écris Coupe34, on va régler ça. News 2000 qui dit les versions numériques, c'est quel format PDF EPUB? Pour les revues Juste Mensuel et le banquet, on est en format PDF pour le numérique et pour le livre qui vient de sortir, Politique française, le guide de survie, là on est en EPUB, enfin il y a les deux, on envoie PDF et EPUB, après vous débrouillez. Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire. 17h55 à toutes les montres, les copains, je crois que là, il est l'heure d'aller à l'apéro. Voilà, il est l'heure d'aller à l'apéro retrouver les zinzins de Lausanne. Merci les amis, on a encore quelques petites minutes. Merci d'avoir été là. On a passé une belle semaine, en semaine chargée les amis. Mais
Je suis très content. Je vous ai fait déjà un petit laïus hier. Je suis très content de ce qu'on a fait. Je suis très content de cette semaine. Il s'est passé des choses. C'est galvanisant, comme on dit. Voilà, c'est galvanisant. Ça fait du bien. Donc, merci à vous d'avoir été là. Merci d'être là. Toujours pareil. Votre soutien, la force que vous nous donnez. La semaine prochaine, je suis encore là tous les soirs. Tous les soirs, il y aura du Juste Bistrot. Et dans 2 semaines, la tournée Zinzin, ça repart. Direction Le Mans le 9 octobre. On arrive sur les dernières places pour les prochaines dates, les amis. Le Mans, Metz, Strasbourg. On arrive sur les dernières places. Donc, n'hésitez pas à prendre vos billets dès maintenant. Je sais d'habitude, on prend au dernier moment. Bah oui, mais au dernier moment, il n'y en aura plus. Après, vous m'engueulez. Vous dites, ah ouais, mais Rémi, il n'y a plus de place. Bah non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Les gens viennent, même moi je suis étonné. Donc voilà, Le Mans, 9 octobre, jeudi 9 octobre à 21h. Metz, vendredi 17 octobre à 20h au Cameo Comedy Club. Et Strasbourg, à l'Iliade, à Ilkirch, le samedi 18 octobre à 20h30. Ça va être la fête, les amis. Je vous mets le lien, là encore, dans le chat. Sinon, vous tapez spectacle Zinzin sur Google et vous trouvez la billetterie. On se retrouve, on fait la fête et on se fend la gueule. Voilà les amis, merci d'avoir été là. Rendez-vous la semaine prochaine et rendez-vous avant cela, dimanche. Allez, je vous lâche le scoop. Dimanche, nouvelle vidéo. Je vais vous montrer la miniature. Nouvelle vidéo, c'est que pour vous, ça reste entre nous. Dimanche, à 19h, les amis, le retour du Martin Blachier Comedy Club avec un nouveau personnage, Louis Sarkozy. Le Louis Sarkozy Comedy Club, dimanche à 19h sur Juste Milieu. Je vous donne rendez-vous. J'étais trop content de tourner ça. Je l'ai tourné hier, la vidéo. Et je vous avoue que j'étais nostalgique. Ça me rappelait la belle époque du Martin Blachier Comedy Club. Et là, on revient avec Louis Sarkozy. Ça va être le même format, ça va être les mêmes vannes. Que de la vanne, que du rire avec un nouveau personnage qu'on ne va pas quitter parce que pourquoi j'ai choisi Louis Sarkozy ? On va se le frapper au moins jusqu'en 2026 pour les élections à Menton. Donc, retour dimanche du Louis Sarkozy Comedy Club. La formule évolue. J'espère que ça va vous plaire. J'ai hâte d'avoir votre avis. Les amis, allez, direction le Belga à Lausanne. Si vous êtes dans le secteur, vous venez. Apéro avec les zinzins à partir de 18h, je vais être en retard. Mais j'ai du boulot. Excusez-moi. Donc, et puis nous, on se retrouve donc dimanche et on se retrouve la semaine prochaine, les amis. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse du fond du cœur. Profitez. Je vous embrasse du fond du cœur, ça veut absolument rien dire. Je vous embrasse et je vous aime du fond du cœur. Profitez bien ce week-end, faites des trucs qui vous font plaisir, les copains. Faites ce que vous aimez. Si vous aimez faire des quiches, faites des quiches. Si vous aimez fumer une clope avec votre café le matin, fumez une clope avec votre café le matin. Si vous aimez regarder le foot, regardez le foot. Si vous aimez être avec votre gonzette, soyez avec votre gonzesse. Avec votre mec, avec vos enfants, faites ce que vous voulez. Faites-vous du bien. Rendez-vous heureux. Je vous embrasse. Allez, à la semaine prochaine, les copains. Corps gauche ou malchanceux, ils ont tous l'air d'avoir une vie devant eux ou bien derrière. Ils ont tous bénéficié d'un point de départ. Ma vie à moi commence nulle part.